Bonjour et bienvenue au Lundi Rare numéro 4. Lundi Rare, c'est le rendez-vous mensuel du groupe Rare, recherche en anesthésie réanimation rennaise, pour actualiser vos connaissances en ARMPO. Nous accueillons aujourd'hui le docteur Nicolas Fusco, médecin anesthésiste réanimateur au CHU de Rennes et au CHP de Saint-Grégoire. Il fait partie de l'Institut Émergence, qui est un institut de formation à l'hypnose, mais aussi de recherche. Il va nous parler aujourd'hui de communication thérapeutique. À toi Nicolas. Récemment, il y a eu une publication en 2022 par une équipe australienne qui regroupe en fait tous les impacts des mots qui sont utilisés, notamment dans notre domaine en anesthésie-réanimation. Et donc ça résume bien les choses, et notamment à partir de cette étude-là, qui est résumée ici de la manière suivante, mais que j'ai choisi de vous résumer de manière un peu différente. L'idée, c'est de prendre des sujets sains, donc c'est une étude qui vient de Bingle en 2012 là, et de leur faire un stimulus douloureux qui est standardisé. Donc on est dans la recherche avec une électrode thermique, des patients qui n'ont rien demandé à personne, et à qui on va faire finalement cette stimulation, soit sans antalgique, soit avec du rémifentanil, en leur présentant les choses de manière neutre, et on fait une imagerie cérébrale pour savoir ce qui se passe dans le cerveau. Grâce à une EVN classique, on mesure en fait le niveau de douleur qu'ils ressentent et on s'aperçoit qu'avec le rémifentanil, finalement, il y a un effet antalgique. Nous voilà rassurés avec le rémifentanil qui est quand même assez puissant. Et au niveau cérébral, il ne se passe rien de particulier. Par contre, deuxième manière de faire, et c'est la deuxième tête d'Hervé là qui est en dessous, on le présente de manière très positive en disant que c'est un médicament qui coûte cher, qu'on va faire par IV et qui va soulager. Et de cette manière-là, en fait, il se passe quelque chose de particulier au niveau cérébral. Il y a la matrice de la douleur, en fait, ou de la modulation de la douleur plus exactement, qui va agir et qui va permettre un ressenti douloureux pour le même stimulus bien moindre. Et ça, c'est la colonne en noir que vous avez sur la gauche, droite plutôt, du graphique. Donc, en plus des mots, en fait, le rémifentanil s'ajoutant aux mots, eh bien, on a un effet antalgique important, plus important que si on n'utilise pas des mots ou une attitude positive. Et à l'inverse, lorsque on présente les choses de manière négative, qu'il y a une attente de peu de résultats du médicament, eh bien finalement on arrive à annuler l'effet du rémifentanil. Je le rappelle, le rémifentanil c'est quand même extrêmement puissant, beaucoup plus puissant que la morphine, et on arrive à annuler l'effet d'un antalgique aussi puissant juste à partir de notre attitude. Donc ça, c'est pour vous illustrer en fait tout l'impact que peuvent avoir les mots, que ça soit d'une manière négative lorsqu'on ne le sait pas et qu'on peut être délétère malheureusement, et heureusement, on peut avoir une communication qui va être thérapeutique. Donc ça, c'est la figure que retrouve en fait Sina et son équipe. Donc là, c'est Haro, le premier auteur, et qui résume les choses, et notamment en termes d'anesthésie-réanimation, il parle bien des choses qui arrivent, notamment la communication négative dans le sens de la douleur, des nausées, vomissements, etc. Tout ça va entraîner une cascade qui va entraîner des effets. Donc là, c'est la deuxième illustration en rouge, et bien qui vont être importantes pour nous, puisque ça va augmenter l'anxiété, ça va augmenter les scores douloureux, et ça va augmenter l'apparition de nausées, vomissements. Donc c'est des choses bien connues, hein. Là, je ne vais pas vous résumer tout le tableau, mais c'est pour vous dire comment on peut contrecarrer ça avec des mots qu'on utilise habituellement de manière négative, et il propose, c'est des suggestions en anglais, avec une connotation positive. Donc je passe ça, après c'est un travail on va dire quotidien, mais je vous donne un exemple, plutôt que de dire ne vous inquiétez pas, eh bien on peut dire aux gens rassurez-vous. Et ça, aujourd'hui, c'est bien établi dans la littérature scientifique, et notamment pour la médecine basée sur la science, qu'il y a un effet positif à ça. Et ça s'applique également dans le contexte de la réanimation, dans le contexte pré- et post-opératoire. C'est valable tout le temps, à 100% du temps. Donc les mots sont les médicaments les plus efficaces utilisés par l'homme, c'est pas moi qui le dis, c'est Kipling, et ça, il l'a dit il y a bien longtemps, avant d'écrire le livre de la jungle. Pour aborder des thématiques qu'on connaît bien ici, on a appliqué ces outils-là tout simplement pour des gestes de la vie quotidienne en anesthésie-réanimation, et notamment la pose de perfusion. Donc, on a réussi à montrer qu'en utilisant un outil hypnotique qui s'appelle la confusion, et en utilisant une attitude et des mots à connotation positive, eh bien, on a un impact sur le score douloureux, avec une diminution du score douloureux de manière significative. Et ça, comparé à des groupes qui sont plutôt nocebo, avec des termes négatifs, mais aussi, et ça c'est intéressant, à un groupe placebo. Et non seulement, alors qu'il n'y a pas de différence significative entre le groupe nocebo et placebo. Et ça permet aussi de diminuer leur anxiété et d'améliorer leur confort.
Donc on a tout à y gagner à utiliser ce type de mots. Alors ici, je vous avais prévu une vidéo juste pour vous montrer non seulement l'impact des mots, mais aussi tout ce que ça implique. Donc ça, c'est un film qui est issu d'un travail pédagogique en fait, qui a été réalisé par Bruno Trac. Je vous laisse écouter. Je vais vous diffuser. Alors non, ce sera plutôt ce bras-là. Ce sera moins dur pour moi. Alors, je vais mettre un garrot. Ça sert. Ça dure longtemps. Nettoie la peau. C'est froid. Alors, je vais piquer, ça va pas durer longtemps. 1, 2, 3, je pique. Aïe! Voilà. Ok. Allez, n'ayez plus peur. Ça va plus faire mal maintenant. Rendez-vous utile. Mettez votre main là. Voilà, parfait. Reviens fort. Une très belle transe spontanée d'alerte. Lorsque les gens sont en transe, et en plus dans un état émotionnel pas très favorable, ils ont tendance à y rester, bloqués dans cet état-là. Alors nous, en tant que soignants, ce qu'on peut faire pour les aider, eh bien, c'est aller les chercher là où ils sont, leur prendre la main et les amener vers ce qu'on appelle l'ascenseur émotionnel. Et pour faire ça, ils ont besoin d'être un petit peu en conscience critique. Alors, pour les aider, on leur propose de faire simplement un VATO, une séquence sensorielle. Comment? Du visuel, de l'auditif, du kinesthésique et pourquoi pas un peu de factus. Bonjour Madame De Witt. Bonjour. Ça va? Oui. Je m'appelle Louis. Je suis votre infirmier pour aujourd'hui. On va vous poser la perfusion pour débuter. Vous avez de la chance, on vous a installé dans une pièce sympathique, avec des jolies couleurs. En plus, c'est silencieux, vous avez vu, c'est un peu éloigné du reste de l'hôpital. C'est agréable. Oui. Les appareils là, qui sont là pour votre surveillance, votre sécurité. Vous êtes bien installé? Oui. Ok. La température vous convient? Oui. Très bien. Lequel des deux bras est le plus courageux pour vous pour poser la perfusion? Le gauche. Le gauche? Le gauche vous convient? Très bien. Vous êtes venu comment là? En voiture. D'accord, vous étiez accompagné? Mon mari. Votre mari, vous étiez bien accompagné. Je me permets, je vais reposer votre bras. Et d'où venez-vous? De Saint-Tunnel. De Saint-Tunnel. Vous voyez la campagne là-bas? Ouais. Qu'est-ce que vous aimez bien faire là, en Saint-Tunnel? Me promener, faire du vélo. C'est du vélo. D'accord. Sympa ça. Il y a des jolis chemins à Saint-Tunnel. Oui. Et votre vélo va toujours à la piscine? Pardon? Alors, je demandais si votre vélo allait toujours à la piscine. C'est le temps de la perfusion en fait. C'est une petite distraction pour que ça soit plus confortable. Tout va bien? Oui. Est-ce que vous voulez m'aider un petit peu? Oui. Vous voulez bien mettre votre main ici? Vous maintenez Oui. ici? Parfait. Pendant Tiens. ce temps-là, je vais... Exactement. Pendant ce temps-là, moi, je vais sécuriser tout ça. Ok. Et puis après, je vais aller voir mes collègues pour voir tout votre dossier. Et puis, je vais revenir très vite, dès que possible, pour s'occuper de vous. D'accord? On se revoit tout à l'heure? Oui. Je reviens dès que possible. Merci. Donc, je souhaitais vous montrer cette vidéo tout simplement parce qu'il y a les mots qui sont utilisés, la confusion, clématique, hypnotique, mais il y a également tout le reste en fait. La manière d'aborder les choses, la manière de se positionner, la manière de toucher le patient, la manière aussi de positionner le soignant pour le patient, mais aussi pour lui. Poser une perfusion en étant penché en deux, c'est quelque chose qui ne fait pas durer un patient. Donc il faut aussi penser un petit peu à soi et en termes de position, c'est important. Toujours en termes de mots, un dernier point sur l'évaluation de la douleur, peut-être l'évaluation du confort. Donc ça, c'est basé sur des études qui ont été faites toujours par l'équipe de Sinal en Australie et qui montrent en fait que lorsqu'on demande aux gens s'ils sont confortables, eh bien, il s'avère qu'ils disent qu'ils sont plus confortables et ceci au repos comme à la mobilisation. Et en plus, ils demandent de manière significative moins dentalgique. Donc il est probable que de répéter les événements de douleur alors que les gens n'ont pas mal, eh bien probablement qu'on favorise cette douleur-là. Mais ça, c'est des choses eh bien, qu'on est en train d'étudier, et notamment dans l'étude en cours Comfort. Et j'espère qu'on aura des résultats positifs. Alors celle-là, je préfère la passer parce que j'ai découvert d'autres choses.
à vous présenter, et notamment sur les attitudes. Et je voudrais passer un petit temps, et si on a plus de temps, je vous la repasserai, juste sur la manière d'évaluer le confort. Et ça part du fait qu'on part toujours du ressenti du patient. Parce que dès qu'on a compris que la douleur finalement avait été exprimée, dès qu'on l'a reconnue, eh bien on peut passer à autre chose et orienter les gens vers le confort, leur suggérer du confort. Donc comme je vous le disais, les mots peuvent soigner, mais il y a aussi tout le reste. Et c'est pour ça qu'il y a un « et » en noir, parce qu'il y a pas mal de choses à faire de ce côté-là. Et notamment lorsqu'on s'appuie sur des témoignages de patients, mais là c'est un patient un peu particulier puisqu'il s'agit d'un médecin britannique qui s'est fait soigner pour un cancer, et lorsqu'elle a découvert qu'elle était patiente, eh bien on ne s'occupait pas d'elle comme elle l'attendait. Et ne serait-ce que le fait que les gens ne se présentent pas, eh bien ça l'a vraiment fait se sentir finalement comme un numéro, comme un corps malade, et ça l'a choquée, et à partir de là, elle a commencé à militer pour que les soignants puissent avoir une attitude qui était plus thérapeutique. Et ça part sur des choses toutes simples, hein, qui sont maintenant un petit peu étudiées dans la littérature, dans différents domaines, un petit peu dans le soin, et notamment avec des choses toutes simples que moi j'aime bien appeler SOS, c'est-à-dire sourire, regarder dans les yeux pour œil, et puis dire bonjour. Et dire bonjour, ça paraît anodin comme ça, mais en fait, il faut observer que tous les patients ne reçoivent pas ces bonjours-là, et notamment ne connaissent pas forcément la fonction de leur soignant. Et ça, c'est quelque chose de primordial dans la satisfaction et le vécu du patient. Ça fait partie de notre attitude. Et des fois, il vaut mieux une démonstration qu'un discours. Et moi, pour ça, je m'appuie sur Belmondo. Je dis que tu vas apprendre à dire bonjour. La chose la plus importante dans la vie. Tu dis bien bonjour. Ça fait la moitié du chemin. Dis-moi bonjour. Bonjour. Non, là, t'as l'air de me dire au revoir. Dis-moi vraiment bonjour. Bonjour. Dis-moi bonjour comme si j'étais un malade. Bonjour. Ça fait l'heure, ça. Bonjour. Je sens que tu préfères des choses pour moi. Regarde, t'intéresses plus que le tien. Ce qui intéresse les gens, c'est que tu leur parles d'eux, pas de toi. Et redis-moi bonjour. Bonjour. Je l'ai loupé celui-là. Je m'en suis rendu compte après. Bonjour. Voilà, tu vois. Tu sens de toi-même maintenant. Oui. Hein? Tu peux sourire en même temps. On peut aussi, on sent dedans une certaine compassion. Bonjour. Donc ça, c'est un extrait du film L'itinéraire d'un enfant gâté, où finalement, tout est là. Les gens, ils attendent qu'on leur parle d'eux et qu'on leur dise bonjour avec un sourire qui soit adapté à la situation. Et ça, c'est valable pour tous nos patients. Une fois qu'on a pris contact, qu'on a créé l'alliance avec le patient, eh bien, il va falloir souvent, dans nos métiers, rentrer en contact, mais en contact physique. Or, ce contact-là, eh bien, c'est pas forcément évident. Si on s'appuie sur des études qui sont maintenant assez anciennes, mais qui ont été répétées dans différents domaines de travail, le fait de faire un toucher dans une zone précise que je vais vous décrire, avec une certaine préhension dans le sens, un certain toucher qui est appuyé, qui n'est pas du pic touche comme on l'a vu avant sur cette vidéo, et avec une bonne intention, eh bien, lorsqu'on le fait de cette manière suivante, entre le poignet et le coude, eh bien, on a toutes les chances d'être ressenti comme plus agréable, plus compétent, plus chaleureux, et diminuer le stress des patients si on s'appuie sur toutes les études qui ont été menées dans différents domaines. Encore une fois, même si ces études-là sont probablement critiquables, il est fort à parier que le fait d'avoir un contact empathique avec les gens augmente ces compétences-là et notamment amène de la réassurance. Alors pourquoi je vous dis dans une zone particulière? C'est parce que si là c'est une étude qui était intéressante sur donc c'est issu de choses de travaux en psychologie, hein, sur les zones taboues. Plus vous êtes à gauche de l'image et plus vous êtes avec des gens proches. En rouge, c'est pour les femmes et en bleu, c'est pour les hommes, il me semble, si je ne me trompe pas. Et plus vous allez vers la droite et plus vous allez vers un étranger. Et en fait, on s'aperçoit que les zones qui sont protégées, eh bien, c'est au niveau, on va dire pour les grandes zones, entre l'épaule et la main. La main, je dis toujours, il faut l'éviter, même si c'est ici en jaune, tout simplement parce qu'il y a des cultures où ils n'apprécient pas qu'on touche les mains, et notamment que ça soit chez les vivants ou chez les morts, dans des ethnies comme en Inde, c'est pas acceptable. Alors que entre le poignet et en dessous de l'épaule, tout ça c'est acceptable à peu près par toute population, toute ethnie. Et ces contacts-là amènent de la réassurance.
Ensuite, il y a une autre thématique qui est assez simple et qui est représentée par Louis, notre perfuseur là. Est-ce qu'il faut s'asseoir ou pas à côté des patients? Ça, c'est une vieille étude de 2008, mais qui permet quand même de montrer que en s'asseyant à côté des patients, eh bien, les patients surestiment le temps qu'on a passé à côté d'eux, de manière significative. Alors que les soignants, eux, sous-estiment le temps qu'ils ont passé à côté des patients. Ça, c'est pas significatif par contre. Mais en tout cas, si on s'appuie sur ces résultats-là, eh bien, on peut se dire que le fait de s'asseoir à côté du patient, le patient il a l'impression qu'on passe plus de temps avec lui. Et en l'occurrence, ça a été monitoré et on s'aperçoit effectivement que le temps assis est surévalué à plus 1,3 alors que debout, il est sous-estimé. C'est des études qui ont été répétées dans différents domaines et notamment aujourd'hui, on n'en est plus à se poser la question de est-ce qu'il faut s'asseoir ou est-ce qu'il ne faut pas s'asseoir. On est plutôt à oui, prenez un siège parce qu'il faut s'asseoir. Ça a été redémontré dans différents domaines, que ce soit en EHPAD, que ce soit dans d'autres domaines psychologiques, des consultations. Et il y a cette étude-là de 2021 qui montre bien, et ça c'est intéressant, notamment sur le fait que lorsqu'on s'assoit à côté des gens, eh bien ils ont un ressenti de politesse, de prévenance, d'écoute, d'information et de temps passé qui est surestimé. Le fait juste de s'asseoir permet finalement d'avoir un meilleur ressenti, une meilleure satisfaction du patient. Et ça, pour nous, ça nous coûte franchement pas grand-chose et on a l'impression de passer moins de temps à côté du patient. Donc, il est clair aujourd'hui que le fait de s'asseoir à côté des patients, ça augmente, ça permet d'améliorer notre communication, malgré le fait que finalement, on s'aperçoit que lorsqu'on mesure, les soignants ne s'assoient pas suffisamment à côté de leurs patients. Enfin, une dernière idée qui va être sur le contexte général des patients qui sont en anesthésie générale, mais aussi en consultation, et puis avant l'intervention, après l'intervention et en réanimation. Je m'appuie sur cette étude-là qui a été publiée dans le BMJ en 2020, qui est l'équipe d'Hansen, qui est le dernier auteur là, qui a travaillé beaucoup sur la suggestion, que ce soit dans différents domaines, que ce soit pour étudier la force musculaire lorsqu'on suggère à des gens bien si justement ils vont être forts ou pas forts. Il y a des études menées par ces équipes-là qui montrent bien que la suggestion a un pouvoir très efficace, que ce soit d'un côté positif ou d'un côté négatif. Cette étude-là, elle est peut-être encore plus intéressante parce qu'on prend des sujets qui se font opérer par des chirurgies lourdes et on les met sous anesthésie générale, donc ils sont complètement endormis, et on leur fait écouter des suggestions. On leur met des écouteurs et on leur fait des suggestions de confort, d'analgésie, des choses qui sont très connues dans les outils hypnotiques et de cicatrisation, etc. Et qu'est-ce qu'on voit comme résultat? C'est le critère de jugement principal. Eh bien, le groupe à qui on fait entendre des suggestions positives utilise de manière significative moins de morphinique à la fin et dans les 24 heures de l'intervention. Donc c'est un résultat extrêmement fort sur l'impact positif des choses, non seulement chez les patients qui ne dorment pas, mais également les patients qui sont sous anesthésie générale. Alors ça soulève plein de choses sur qu'est-ce que les patients entendent en anesthésie générale, et ça c'est des choses qui ont été déjà étudiées. En 2016, il y avait déjà des auteurs qui disaient attention, quand vous êtes dans un bloc opératoire, il faut mettre un environnement de calme, ne pas parler de ses vacances, ne pas parler du fait des complications du patient d'avant, etc. Et avoir des précautions verbales et notamment un environnement auditif qui va être rassurant pour le patient. Si en plus de ça, vous ajoutez des suggestions positives, il y a fort à parier que nos patients s'en sentent beaucoup mieux, même sous anesthésie générale. Ça, c'est une deuxième manière de présenter les choses. Dans le groupe contrôle, donc ceux à qui on n'a rien fait, et donc qui est en violet, et dans le groupe jaune, eh bien c'est le groupe à qui on a fait des suggestions, encore une fois, sous anesthésie générale, et c'est le niveau de douleur ressenti avant la chirurgie, pendant, et puis jusqu'à 24 heures après. Et vous voyez que le niveau de douleur ressenti est inférieur jusqu'à 24 heures après. L'expérience montre, je regarde, il me reste 1 minute, c'est presque fini, que dans cette étude-là, ils avaient 6 patients sous anesthésie générale pour des chirurgies digestives lourdes qui ont consommé aucun morphinique. 0. Tout ça pour aller aussi dans le sens de nos patients, que ça soit endormis
et je pense à donc à l'anesthésie générale, mais également en réanimation. Moi, j'ai toujours appris à mes internes à leur dire bonjour, à se comporter finalement à ces patients qui sont dans le coma en anesthésie générale comme des patients qui sont éveillés. Et puis, on peut aller plus loin que ça et favoriser l'environnement. Ça, je me base sur des travaux qui ont été menés, qui sont assez nombreux et qu'on se base sur des méta-analyses où il y a plus de 8600 patients avec de nombreux papiers qui montrent qu'en améliorant finalement l'environnement extérieur, que ça soit d'un point de vue visuel, en améliorant l'environnement, en mettant des cadres, etc., tout ça pour les consultations, mais également pour les salons d'attente, les salons d'entretien, etc., eh bien, on améliore le ressenti. Pareil pour la musicothérapie, mais là encore, je m'appuie sur l'étude d'avant, ça peut être également ce qu'on est en train de dire au patient ou un environnement tout simplement calme. Le confort des fauteuils, le confort du patient qu'on installe en anesthésie générale, c'est pour ça qu'on lui demande de s'installer lui-même, notamment dans certaines structures, pour qu'on soit sûr qu'il soit bien positionné. Et on lui demande. Et puis si on peut ajouter un peu d'aromathérapie, alors attention parce qu'il y a des choses qui sont très néfastes et des choses qui peuvent être positives, et notamment si je parle d'orange, de mandarine douce, tout ça c'est des choses qui ont été démontrées aussi avoir un effet, on va dire, de réassurance qui peuvent être utilisées notamment en consultation. Donc tout ça pour améliorer l'environnement. Donc aujourd'hui, on a suffisamment de choses pour montrer que non seulement les mots peuvent aider, mais également tout le reste en fait, notre attitude à nous, et puis tout l'environnement qu'on peut créer autour qui va être bénéfique aux patients. Je vous remercie de votre attention et on va pouvoir échanger et il faut que je coupe mon micro peut-être. Non. Un dernier mot, juste parce que c'est sorti il n'y a pas longtemps et que ça a été un gros travail, que ce soit de la SFET2 ou de la SFAR. C'est le livre blanc de la douleur. Je voulais vous mettre un QR code pour le télécharger immédiatement et j'ai oublié tout simplement. Mais en le tapant livre blanc de la douleur SFAR SFET2, c'est disponible en ligne et c'est un gros travail qui a été fait sur la prise en charge de la douleur et que je vous conseille de lire. Voilà. Merci Nicolas pour cette très belle intervention qui remet certaines choses en place et puis qui en ouvre certaines voies quand même, parce qu'il y a quand même des choses très surprenantes comme les prises en charge de patients sous anesthésie générale. Je pense qu'on est tous, on est plus ou moins conscient qu'en étant en une attitude positive, on peut rendre les patients plus confortables, moins anxieux, moins douloureux peut-être. Là, on arrive sur des choses qui sont alors, je disais qu'il y avait déjà eu des études il y a quelques années qui démontraient un petit peu que le patient sous anesthésie générale pouvait avoir un contact avec l'extérieur, mais là, ça veut dire qu'on peut non seulement être négatif auprès de lui si on a une attitude négative, mais qu'on peut également être positif si on a une attitude positive. C'est ça que je retiens de ça. Est-ce qu'il y a des études qui sont prévues bientôt pour essayer de voir, parce qu'il y a des choses simples, peut-être que là, c'était fait par un médecin qui avait des compétences en hypnose assez puissante. Et puis, mais par exemple, est-ce qu'on s'est jamais posé la question de ce qui était possible et utile, par exemple, d'occlure simplement, mettons des bouchons d'oreille à un patient qui est sous anesthésie générale? Est-ce que ça pourrait être quelque chose de possible, ça? Alors, c'est quelque chose qui est en pratique tout à fait possible. Et quand même, l'équipe d'Onsen a fait quelque chose d'intéressant, c'est que c'est un enregistrement. Donc, tous les patients avaient le même enregistrement et avec les mêmes suggestions finalement, mais avec des termes effectivement qui étaient adaptés avec cette compétence, on va dire, hypnotique de suggestion. Mais de base, c'est ce que, en discutant, parce que je l'ai vu récemment en fait, en discutant avec lui, on peut faire les choses très simplement en se disant, bah, je fais un enregistrement de mon patient en utilisant son texte parce qu'il l'a mis en ligne, voilà, et on peut le répéter. Alors, moi ayant l'outil hypnotique en main et je me dis qu'on serait encore plus puissant en l'adaptant que lui est en train d'étudier à l'heure actuelle. C'est-à-dire en s'adaptant à la chirurgie, aux patients, et puis aussi peut-être à la voix, est-ce qu'on peut faire. Mais ça, c'est d'autres travaux. Mais de manière très simple, on peut effectivement déjà faire un environnement calme, et ça serait une première avancée, parce qu'on a suffisamment de matière aujourd'hui pour dire qu'il faut le faire. Or, si on échange un petit peu ensemble sur ce qui est fait au bloc opératoire, on a tous entendu des choses horribles. À partir du moment où le patient est sous anesthésie générale, donc ça serait peut-être le premier point. Ensuite, mettre des bouchons d'oreille, moi je te rejoins complètement, ça serait une fort bonne idée. Puis après, on peut aller vers l'enregistrement de choses très simples, standardisées avec des suggestions positives, pourquoi pas. Et puis, j'ai envie de dire, le niveau supérieur serait d'aller vers des d'enregistrement
soit des choses directement dites aux patients de manière suggestive, mais là c'est un autre travail. Et pourquoi je pense que ça pourrait être plus puissant, c'est si on s'appuie sur les études qui ont été faites, les méta-analyses, et notamment sur les outils hypnotiques, on sait qu'il y a un effet qui est bien plus puissant de, j'allais dire ça en anglais, l'hypnose en réel, plutôt que les enregistrements. D'accord. Donc on peut supposer que sous anesthésie générale, peut-être qu'on obtiendrait les mêmes résultats, mais là par contre, j'ai pas de données pour le dire. Donc là, c'est des choses qui sont basées sur l'hypnose, mais tous les soignants ne sont pas formés à l'hypnose. En revanche, théoriquement, dans la formation initiale, au moins, il y a plus de formation à la communication thérapeutique. Est-ce que ça peut suffire pour déjà améliorer les choses? Parce que c'est des choses qu'on peut voir parfois, mais pas toujours. Je sais pas. Je pense que nous-mêmes, en tant que soignants, il y a des jours où on a une attitude positive, on a peut-être les bons gestes, les bonnes postures, les bons mots, puis d'autres fois non. Donc, qu'est-ce qui permettrait, selon toi, d'améliorer les choses? Est-ce que c'est un problème de formation? Est-ce que c'est un problème d'études suffisamment puissant pour montrer que c'est positif aux gens? Est-ce que c'est voilà, quoi d'autre? Alors déjà, je dirais les deux, mon cher Watson. D'une part, c'est un problème de formation. Je pense qu'il faut que ça s'inscrive plus dans la formation initiale de tous les soignants, que ce soit de la secrétaire qui accueille les patients, à l'interne, à l'externe, aux médecins, au PU, etc. Tous. Et je pense qu'on devrait tous avoir cet outil-là, au moins pour ne pas être délétère. Ça, c'est la première chose. Ensuite, évidemment, on n'a pas besoin de tous être formés à l'hypnose, loin de là. Par contre, une base de communication thérapeutique me semblerait essentielle, comme je viens de le dire, pour tous les soignants. Évidemment, après, quand on augmente, eh bien, je dirais que si je fais un comparatif, eh bien, d'avoir l'outil de la kinésithérapie en entier, ce serait l'outil hypnotique, ben, c'est plus puissant que d'avoir juste les étirements. Mais cela dit, déjà, si tout le monde pouvait s'étirer, ça serait très puissant. Et la deuxième chose, c'est que probablement qu'il est nécessaire encore de faire plus d'études cliniques de meilleure qualité et avec, oui, tout simplement de la recherche clinique de meilleure qualité pour mieux démontrer ces impacts-là, en sachant qu'aujourd'hui, tout de même, on commence à avoir au moins beaucoup de données sur le fait qu'on peut être très délétère si on n'a pas ce minimum d'outils. Il y a même une chose, moi, qui m'a marqué, je ne sais pas si vous avez entendu au début, là, c'est sur l'étude que tu as menée, hein, KT-Hype. On compariait 3 méthodes relationnelles lors de la pose d'une voie veineuse périphérique. Donc, une méthode nocebo, où vous aviez volontairement un langage plutôt négatif. Une méthode où vous étiez neutre. Vous contentiez d'être assez factuel, vous disiez ce que vous faisiez en appelant les choses par leur nom. Et puis une méthode où vous employez des communication thérapeutique, peut-être d'hypnose en plus. En tout cas, vous avez une attitude et un discours bien particulier. Vous utilisez la distraction en particulier, comme on l'a vu sur la petite vidéo au moment de la prise de sang. Vous parliez du vélo qui est toujours à la piscine. Moi, ce qui m'a marqué, j'ai envie que tu reparles un petit peu de ça, c'est que même en étant neutre, en fait, bah, c'est comme si on était placebo. Enfin, nocebo et neutre, c'est pareil, en fait. Donc, les jours, on a l'impression que, voilà, j'ai rien dit de mal, j'ai juste été factuel, bah, même ça fait du mal, en fait. Et effectivement, c'est peut-être le résultat le plus étonnant de KT-Hype, c'est que l'impact, on ne s'attendait pas à un impact aussi puissant en fait. On pensait voir une différence significative entre neutre et nocebo. Et en fait, il s'avère que non. Alors, on voit que c'est un peu moins. Donc, en termes de puissance, en tout cas, c'est de manière non significative. Et surtout, c'est significatif entre le groupe d'intervention, c'est-à-dire avec confusion, et le neutre. Et c'est ça qui est important, c'est que on fait mieux avec de la communication thérapeutique et un outil de distraction que si on est juste neutre. Après, à titre personnel, moi j'aimerais bien comparer des gens qui sont formés à la communication thérapeutique et qui n'utilisent pas l'outil de la confusion, juste pour savoir quel est le niveau de finalement d'impact là-dedans. Que ça montre par contre pour moi, c'est qu'il est clair qu'il faut se former en fait. C'est-à-dire que même en étant uniquement neutre, eh bien, il y a dans notre attitude, dans la manière d'aborder les choses et surtout de ne pas amener du positif, eh bien, probablement un effet qui est délétère. Et on a tous, on va dire, nos difficultés dans le soin tous les jours, surtout à cette période-ci, après la Covid, etc. Mais malgré tout, je crois que c'est notre rôle de soignant, et moi je me le dis tous les jours, c'est de se dire, bah, ok, je mets de côté en dehors. Et si je veux avoir un impact pour le patient, eh bien, il va falloir que je m'engage aussi dans mon soin et ça passe par mon attitude. Ça passe par mes mots, ça passe par mon attitude. Et pour vous donner un autre exemple, cette fois en réanimation, il
sur ce qu'on appelle les prémonitions anticipatoires. En fait, il s'avère qu'il y a eu des études menées, notamment dans le cadre des hémorragies cérébrales chez le sujet jeune, et on sait que lorsque les soignants sont positifs, dès le début, ils ont en tête une idée de pronostic positif pour leurs patients, eh bien les patients vont mieux s'en sortir. Alors que quand ils ont une idée plus médiocre, voire mauvaise du pronostic, eh bien les patients s'en sortent moins bien. Il commence à avoir pas mal de données qui vont dans ce sens-là et qui ressortent le fait que c'est également sur juste l'attitude du patient, du soignant. L'attitude du soignant qui va faire que, eh bien, il va être positif, donc il va croire en son soin, il va mettre plus de choses en place, il va aussi avoir une attitude vis-à-vis de la famille, vis-à-vis du patient, qu'il soit dans le coma ou non, qui va être, j'ai presque envie de dire pour résumer, enthousiaste et positif, et qui semble aller vers eh bien, cette anticipation vers un futur qui est plutôt agréable, plutôt que l'inverse qui va les emmener vers quelque chose de désagréable. Très bien. Est-ce que vous aviez des questions? Non, pas particulièrement. Donc moi, je voulais te remercier, Nicolas, pour cette intervention, parce que je trouve que là, on parle de choses qui ne coûtent pas d'argent. Hein, ça ne prend pas plus de temps d'avoir, je pense, cette attitude positive que d'être neutre ou même d'être nocebo, c'est certain. Ça n'a pas de coût non plus en formation, puisque théoriquement on est déjà formé, hein, même si on peut se former un petit peu plus, mais en tout cas en formation initiale, en théorie, on a déjà tous ces apports-là, il suffit peut-être de se remettre un petit peu dedans et que c'est applicable dans vraiment toutes les structures de soins et peut-être même dans une même structure dans tous les services. Hein. Je pense qu'en réanimation, c'est quelque chose qui est faisable parce qu'il y a des patients qui sont endormis mais d'autres non. Enfin, les deux, en tout cas, peuvent, d'après ce que tu disais, avoir un bénéfice à ce que nous, on a une attitude positive, gestuellement et verbalement. Ça peut être appliqué au bloc opératoire, ça peut être appliqué dans tous les services de soins, ça peut être dès la consultation, ça peut être dans un cabinet médical, ça peut être dans un EHPAD, donc c'est des choses qui peuvent servir partout. Il y a un côté universel. Quand on me demande, quand je l'utilise l'hypnose, en fait, moi je leur dis 100% du temps, je l'utilise tout le temps. Alors pas l'hypnose de spectacle, voilà, pas l'hypnose médicale qu'on entend où on remplace une anesthésie générale par une hypnose, ça c'est 5% du temps. Mais par contre, la base, la communication thérapeutique, ça c'est 100% du temps. On va rester sur ces mots-là alors. Je vous remercie. Et donc je vous donne rendez-vous, donc on va laisser passer les vacances. Hein, je vous donne rendez-vous le 3 octobre prochain à 18h, ce sera pour le lundi rare numéro 5. Nous accueillerons le docteur Alexandre Mansour, qui est médecin anesthésiste au CHU de Rennes, qui va nous parler d'un tout autre sujet. Donc il nous présentera les tests visco-élastiques en pratique, donc type thème. Voilà. Merci si vous avez envie d'en apprendre plus sur ce sujet. Rendez-vous le 3 octobre 2022 à 18h. Bonne soirée et au revoir.